Voilà, parfait, merci. Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet atelier sur l'inclusion à travers l'associatif et les enjeux de la digitalisation dans le secteur de l'associatif. Alors, je me présente, Adeline Baudson, je suis secrétaire fédérale du mouvement ouvrier chrétien pour toute la fédération de Charleroi-Thouin. Et donc, je croise et j'accompagne bon nombre d'associations sur le territoire. Alors, on m'a chargé effectivement d'être médiateur ce matin pour cet atelier. Alors, bon, numérique et action sociale, c'est de ça dont on va parler. A priori, ça ne va pas toujours ensemble. Ça ne fait pas vraiment partie du même registre, ou en tout cas pour bon nombre de travailleurs sociaux, ce n'est pas le premier lien qu'on fait. Il y a certains acteurs du non-marchand qui sont très sensibles à cette numérisation, et puis d'autres beaucoup moins, voire parfois, pour certains travailleurs sociaux, ça semble même complètement sans intérêt. Et pourtant, tous nos métiers associatifs non-marchands, des services d'aide, d'éducation permanente, de formation, d'accueil, de soins, tout l'associatif est quand même, malgré lui, entré dans l'ère du numérique, soit de façon très très légère. On a un site web qui est plus ou moins mis à jour, on a une adresse info à laquelle on répond ou on ne répond pas vraiment, voire très poussée. Il y en a d'autres par contre qui sont rentrés dans cette ère du numérique de façon beaucoup plus avancée. Et on parlera, je l'ai appris en préparant l'atelier avec mes collègues ici, on parlera de maturité numérique d'une association. Selon que celle-ci a poussé plus ou moins loin sa digitalisation. Alors, quand même, première question, pourquoi se digitaliser en tant qu'associatif? En quoi ça nous serait utile, pertinent, tout en gardant évidemment au cœur le contact social, au cœur de notre métier? Comment? Je vais le faire tout de suite, j'introduis et puis je vous présente, sans problème. Alors, donc je termine les enjeux avant d'effectivement de présenter tout le monde. Donc, ces enjeux, ils sont vastes, énormes, et les potentialités aussi de la digitalisation pour nos métiers sont très importants. On peut équiper nos métiers de supports divers, je pense à des supports très techniques, secrétariat, comptabilité, etc. Mais on peut aussi s'outiller dans la gestion stratégique de nos associations, faciliter le contact avec les membres, les bénévoles, via des bases de données un peu plus efficaces que celles qu'on a parfois l'habitude d'utiliser. On peut s'intéresser aussi à la culture de l'évaluation et du feedback à partir de ces outils-là. On peut toucher plus de personnes, voire d'autres personnes ou des nouvelles, et organiser des travaux compliqués. Je pense par exemple au service de transport, qui travaille avec bon nombre de bénévoles, qui a beaucoup d'horaires à organiser, etc. Mais, à contrario, on a aussi des freins dans notre secteur qui nous empêchent de rentrer dans des freins financiers, tout d'abord, mais aussi des freins en termes de compétences, en termes de temps. Ça prend du temps de rentrer dans quelque chose qui nous est complètement inconnu et de plus très technique, ou a priori technique. Des freins en termes d'équipement adéquat, voire tout simplement, on a parfois dans certaines associations une culture professionnelle qui est aux antipodes de cette numérisation. Pour prendre un simple exemple, j'ai encore abordé en juin avec une association de notre mouvement cette question de faire une priorité de l'usage des outils numériques dans notre métier d'éducation permanente, et les bénévoles d'une des associations s'étaient opposés en bloc à toute idée de lien avec le numérique, partant de la fracture numérique comme premier argument. Mais il y a un des acteurs parmi nous qui a dit, mais est-ce qu'on ne va pas aussi alors vers une fracture numérique de l'associatif lui-même, et pas seulement des personnes usagères de l'action du non-marchand? Alors, ça c'est pour dresser un petit peu le panorama de comment peut être ou pas perçue la digitalisation dans le non-marchand. Et on a effectivement 5 personnes de grande qualité pour creuser cette question-là avec nous, qui eux par contre maîtrisent particulièrement bien tous ces enjeux et tous ces outils. Alors, Sophie Van Mellegem, qui est coordinatrice de projet en engagement sociétal pour la Fondation Roi Baudouin. Merci beaucoup.
Jean-Philippe Parmentier, directeur d'Infopole, un cluster wallon du numérique qui rassemble des acteurs du numérique pour les amener vers les secteurs en besoin, dont l'associatif. Merci beaucoup. Antonio Tiani, directeur de Socialware, association qui aide les ASBL à se digitaliser depuis plus de 15 ans, notamment par la fourniture de matériel informatique et de logiciels à prix réduit. Bonjour. Damien Hubot, directeur du CETIC, qui est un centre de recherche en informatique qui est basé ici à Charleroi, à A6K, le nouveau hub numérique sur Charleroi, et à l'aéropole de Charleroi. Bienvenue. Et Yvan Huc, directeur de Technofutur TIC, qui est un centre de compétences du Forem, qui, entre autres missions de formation et de reconversion, qui a entre autres des missions de formation et de reconversion professionnelle, et vous coordonnez le réseau des espaces publics numériques. Wallon. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, merci beaucoup d'être là tous les 5. Alors, petite précision d'emblée, on nous a rappelé tout à l'heure d'éviter au maximum d'utiliser les acronymes et les initiales pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Donc par exemple, EPN, espace public numérique, etc. Parce que je pense que rien que dans la définition, j'ai déjà dit cluster, j'ai déjà dit hub, j'ai déjà dit pas mal de trucs, et donc n'hésitez pas à apporter des précisions de vocabulaire sur tout ça. Alors dans cette préparation, on a ciblé quelques questions. On va commencer par là, et puis en essayant de ne pas dépasser les 20 minutes, et puis on ira vers vos questions du public pour continuer de creuser ce débat. Mais 1 heure, ça va très très vite, surtout avec 5 intervenants. Alors la toute première question pour introduire le débat, je la poserai à Madame Van Maleghem, puisque la Fondation Roi-Baudouin a réalisé des études et publié 2 études récemment. Donc vous avez interrogé tout l'associatif justement sur cette maturité numérique. Quelles conclusions vous en tirez ou quels constats vous faites aujourd'hui ? Merci avant tout pour l'invitation et pour l'intérêt sur cette thématique importante. Alors effectivement, la Fondation a publié 2 baromètres récents. Un très récent, en septembre, sur l'inclusion numérique des individus. Et là, le constat est sans appel. En Belgique, 1 individu sur 2 est en situation de fragilité numérique. Et ce pourcentage de 48% augmente à 63% si on a des faibles revenus. Donc ça pose déjà un cadre important. Sachant qu'en France, si on veut un élément de comparaison, 28% des individus sont en situation de vulnérabilité économique. Là-dedans, on a une ventilation. Et on sait que les personnes isolées, les femmes, les associations, sont plus susceptibles d'être en vulnérabilité économique. On sait aussi qu'une personne sur 5 n'a pas accès à Internet tous les jours, n'a pas accès à Internet à la maison. Alors, en parallèle, une étude moins récente, celle-ci de 2019 et donc d'avant la crise, nous dit que 55% des ASBL en Belgique, les ASBL en Belgique ne se sentent pas en mesure de comprendre l'ensemble des enjeux du digital, d'utiliser les outils de manière optimale, et donc de choisir entre une utilisation instrumentale ou inspirante du digital. Et donc c'est au regard de ces 2 constats que la Fondation pose un constat, celui qu'il ne faut laisser personne au bord du chemin, et que le digital est durable, le digital est dans la société, le digital ne passera pas, le digital évolue. Et que si on veut que le fossé ne grandisse pas entre ceux qui s'en emparent, qui le comprennent, qui sécurisent leurs données, et ceux qui s'y sentent de plus en plus isolés, nous devons prendre des mesures. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a posé des actions et qu'on peut développer, notamment le niveau de maturité digitale du secteur associatif. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 80 000 ASBL actives. Dans ces 80 000 ASBL actives, 20 000 sont pourvoyeuses d'emplois salariés. Et d'entre elles, souvent, il y a au moins une personne qui va suivre l'évolution digitale de la structure. Pour 60 000 ASBL en Belgique, c'est du travail bénévole qui est effectué dans l'ASBL. Et effectivement, il y a tout cet enjeu de mise en perception de ce qu'on peut faire avec le digital, de la valeur que peuvent avoir les données et de ce que les données peuvent renvoyer comme image sur l'association et comment elle pourrait évoluer. Voilà pour le cadre global.
Merci beaucoup. Donc un constat que quand même 55% des associations ne sont pas en mesure de finalement rentrer dedans, l'évaluer, développer les outils nécessaires et beaucoup de travailleurs, voire bénévoles, sur lesquels il faut se pencher. Alors concrètement, si on aborde les formes que pourrait prendre la digitalisation d'une association, ben, à quoi ça ressemble? C'est quoi finalement digitaliser, numériser des associations? Alors peut-être Damien, sur cette question-là. Donc tu l'as effectivement mentionné dans l'introduction, ça commence par des besoins qui sont, on pourrait dire, basiques, mais qui sont indispensables. Si on veut monter les marches de l'escalier, il faut commencer par la première marche. Pour une association, pouvoir utiliser des systèmes de messagerie, d'email, avoir une présence sur le web et aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux pour toucher le public versus des affiches ou des publications papier par le passé. Avoir des moyens de partager les documents en interne. On a vécu ça dans le confinement. Il a fallu, durant le confinement, trouver des moyens de collaborer à distance sur tout ce qui était documentaire. Puis après, il y a des processus liés au fonctionnement de la structure, de coordination, d'agenda, tout ce qui est lié à la vie d'association aussi, de gérer une assemblée générale ou des réunions. Et tout ça, il faut pouvoir le réussir avec succès. On parlait vraiment d'y parvenir sans créer une fracture au sein de l'association, en le vivant de façon positive. Et on évolue vers ensuite des besoins qui peuvent être très très avancés. Donc j'ai eu le plaisir de participer au suivi des 2 appels GoDigit organisés par la Fondation Roi Baudouin. J'étais vraiment surpris par l'ampleur de certains projets de numérisation. Donc, je pense sur les 2 appels, environ 170 dossiers revus. C'était un sacré travail. Et donc, il y a des processus qu'on appelle des processus métiers, donc liés au travail proprement dit de l'association, où il faut équiper du personnel sur le terrain, des centaines de personnes qui doivent avoir une application sur mesure. Il faut pouvoir gérer tout ça. Il y a des suivis de coopératives, des associations, des mouvements de jeunesse avec des milliers de membres, des énormes bases de données comme on le disait, mais aussi tout le suivi de la vie de ces groupements. Ils doivent développer des solutions qui leur sont propres. Alors, de la réflexion, nous, en fait, au CETIC, on a l'habitude plutôt de suivre des entreprises, des grandes entreprises ou des PME dans leurs projets d'innovation. Des projets orientés données par exemple, ou par rapport à des logiciels qui doivent être fiables comme dans les trains ici d'Alstom à Charleroi. On fait aussi des cahiers des charges, donc le suivi dès l'idée, l'identification du besoin, et là on travaille aussi régulièrement avec des associations de caisses d'allocation familiale, ce genre de choses par exemple récemment. Il y a une spécificité qu'on a identifiée, c'est le fait que, plus que pour les entreprises, il y a moyen peut-être de mutualiser. Donc on voit des besoins récurrents en fait, à tous les étages. Déjà dans les phases plus basiques, partager les expériences, comment ça s'est passé, quelles solutions ont été choisies, mais ensuite aussi pour ces fameuses solutions métiers qui coûtent quand même parfois extrêmement cher à développer. Pareil, de pouvoir partager l'identification des besoins, voire même dans certains cas, mutualiser, partager les frais du développement d'une application qu'on est obligé de développer sur mesure. Et ça, c'est tout un travail qui est encore devant nous. On est aux prémices, on le voit dans certains cas, certains échanges entre associations, mais on parlait de trouver un effet de levier de numérisation. Et là, on a identifié quelque chose de vraiment important. Il faut aussi savoir, une autre particularité que moi je vois, c'est que le chemin suivi pour la numérisation dépend aussi de l'ADN de l'association. Parfois, le numérique est un mal nécessaire et on va l'utiliser de façon vraiment opérationnelle. Il n'y a rien de mal avec ça. Ou parfois, elle va aussi accompagner la philosophie de l'association avec des choix, par exemple, de formats ouverts, de logiciels open source ou ce genre de choses. Donc, il y a vraiment, pour nous, un potentiel encore énorme devant nous à parcourir, à résoudre. Merci.
Vous évoquez la mutualisation entre associations par rapport à des besoins communs. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu des expériences d'associations qui se sont mises ensemble à partir d'un besoin commun identifié pour construire solidairement une solution? De mémoire, donc c'était explicite dans certains dossiers. Alors ça s'est fait, de mon point de vue, ça s'est fait en cours de route. Donc ça ne s'est pas fait dès le départ. Évidemment, quand on voit les choses a posteriori, on se dit, mais dès le premier jour, ça aurait été bien de discuter ensemble. Si un mouvement de jeunesse fait quelque chose, on peut dire que le besoin est identique ailleurs. Mais en fait, spontanément, en cours de route, on voit des échanges. On l'a vu à plusieurs reprises. Maintenant, quand on est dans une association, je pense qu'on doit d'abord résoudre ses propres challenges, ses propres problèmes. On ne va pas non plus dès le départ rajouter la complexité d'une synchronisation. On va dire faire des projets mammouths, comme on dit parfois, c'est aussi peut-être augmenter les difficultés sur le chemin à parcourir. Merci. Alors peut-être, Jean-Philippe Parmentier, vous travaillez souvent plutôt avec des entreprises, je crois, qu'avec des associations. Quelles autres formes très concrètes vous voyez dans ce potentiel de la numérisation pour le non-marchand ? Alors peut-être en deux mots pour me présenter. Donc effectivement, je travaille à l'Infopôle. L'Infopôle, on regroupe en fait tous des acteurs numériques wallons. Donc et ça passe par toutes les formes de numérisation. Autant parfois on dit le non marchand. Il y a, je pense, autant de diversité dans le non marchand, mais dans le numérique aussi. Donc ça va des personnes qui vont être plutôt sur du marketing digital. On a parlé de réseaux sociaux, de sites internet, etc. Ça peut aller vers tout ce qu'on va appeler les CRM, les ERP. Et je vais expliquer les acronymes. Donc c'est par exemple des logiciels qui vont vous permettre de gérer la base de données membres, par exemple. Ça, ce sera un CRM. Un ERP, c'est un logiciel qui va vous permettre plutôt de gérer tout ce qui est lié au métier. Peut-être la facturation, la gestion d'un projet, etc. On a aussi des membres qui évoluent dans des technologies beaucoup plus, ce qu'on appelle avancées. Donc, de nouveau, j'utilise un acronyme, mais je l'explique juste après. L'IoT, donc c'est tout ce qui sont les objets connectés. Alors, ça peut être, je sais pas moi, un capteur de CO2, on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, qui est connecté. Et en temps réel, on sait savoir quel est le niveau de CO2, par exemple, dans la pièce. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un capteur qui est sur une machine, sur un appareil, etc., etc. Ou aussi des membres qui utilisent de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes. Donc nous, on réunit des entreprises, mais aussi des centres de recherche comme Damien, le CETIC, des centres de compétences comme Yvan et Technofuturtic, des universités, et je pense que j'ai oublié personne dans les grandes familles d'acteurs. Donc ça c'est pour l'Infopôle. Aussi petite précision à titre personnel, le secteur non marchand, j'y accorde beaucoup d'importance parce que j'étais administrateur de deux structures. Un, c'est un mouvement de jeunesse où il y avait à peu près 40 employés, 20 000 membres. Donc c'est un peu les gros projets dont Damien faisait écho juste avant. Et une autre ASBL qui est active dans c'était aussi une organisation de jeunesse, mais plutôt là pour les dimensions environnementales. Et donc là aussi, il y avait une quinzaine d'employés. Donc là, le côté digital était aussi important et présent, comme c'est sans doute le cas dans vos structures. Alors, quels sont les enjeux ? Je pense que dans toute organisation, qu'elle soit une ASBL ou une entreprise, il y a un enjeu, c'est surtout au niveau de l'information. On voit un membre, on voit un client, on doit noter son numéro de téléphone, on doit noter peut-être ce qu'on a fait avec lui, ce qu'on va faire demain avec lui. On fait une activité, par exemple, avec des membres, des bénéficiaires, des patients, on doit peut-être le noter pour le reporting pour la communauté française ou la région wallonne. Tout ça, ce sont des informations que vous devez, soit que vous avez envie ou soit parfois que vous devez stocker, partager, analyser, faire du reporting. Et ça, c'est vrai, par exemple, pour votre comptabilité, c'est vrai pour, je sais pas moi, des horaires. Enfin voilà, quelque part, ce besoin de stocker de l'information, il est présent. Et donc le digital, ça va vous permettre de le faire parfois mieux ou plus vite, ou en tout cas que ça va mieux répondre à vos besoins. Ça ne veut pas dire que le papier n'est pas la bonne solution. Hein. Moi, je suis pas enfin, je prône le digital, mais de manière modérée et là où c'est vraiment nécessaire. Parfois, une solution papier peut être très bonne, mais on constate que quand on a des grosses organisations, quand on travaille de manière décentralisée, avec par exemple des infirmières à domicile, quand on travaille avec le télétravail,
c'est quand même plus facile quand on a des agendas partagés, quand on a une application sur une tablette. Et donc, le digital va vous aider à partager cette information, à la stocker et faire en sorte aussi qu'on ne va pas, à de multiples reprises, réécrire cette information, la réencoder. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le non-marchand, dans les SBL, c'est ce partage d'informations. Après, on peut aller plus loin. Je parlais de capteurs, je parlais d'intelligence artificielle, où ça peut peut-être vous aider à mieux faire votre métier. Si on prend, il y a tout un tas de structures qui travaillent sur la réinsertion des personnes, tout ce qui est EFT ou tout ce qui est la réinsertion, le forum, etc., avec des demandeurs d'emploi. On doit faire le matching avec des offres. On peut le faire en faisant des filtres, en disant tiens, cette personne-là a ces qualifications-là, et le faire à la main en disant tiens, dans ma base de données, est-ce que j'ai des entreprises qui peuvent accueillir ce stagiaire ou ce bénéficiaire? On peut tout à fait aussi imaginer de pousser les choses plus loin et d'automatiser ce matching entre offreurs d'emploi et demandeurs d'emploi. Et voilà, ça permet de le faire quelque part plus vite ou différemment, parfois mieux. Pour donner un exemple. Idem par exemple pour les horaires. Parfois dans certaines institutions, c'est un véritable casse-tête, notamment dans l'enseignement, mais aussi peut-être, je prenais l'exemple des infirmières à domicile, ou des services sociaux à domicile. Parfois faire les horaires, toutes les contraintes, c'est des casse-têtes. Le digital peut vous aider d'optimiser ça, de faire tourner un moteur d'optimisation, et ça va vous sortir un horaire qui respecte les contraintes, ou en tout cas qui essaie de respecter un maximum de contraintes, et ça permet de soulager les personnes qui doivent, souvent c'est le chef de service ou la chef de service qui doit faire les horaires, ça permet de l'aider et de se concentrer sur autre chose au final que de passer son temps à jouer un peu à un grand Tetris géant. Donc voilà ce que le digital peut faire. Mais de nouveau, je pense que c'est important, c'est de bien déterminer le besoin que vous avez. Les horaires, si chaque fois le casse-tête, ça prend 3 jours de 2 personnes, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Et donc le digital peut-être vous aider dans la réalisation de ces tâches. Donc bien définir le besoin pour que le projet soit une réussite, parce que si on ne sait pas très bien ce qu'on veut à la fin, d'office, je pense que le projet est déjà mal parti. Et ça, c'est pas évident, que ce soit pour une structure type ASBL ou même pour une entreprise pour définir le besoin. C'est une véritable difficulté, mais c'est peut-être encore plus difficile pour des acteurs du non-marchand, parce que parfois on n'a pas des personnes qui ont l'habitude de traiter et d'analyser les besoins, de pouvoir formuler ça en cahier des charges, en langage un peu IT ou informatique, ne savent pas non plus parfois les possibilités. Et donc parfois on va avoir tendance à transcrire un processus qu'on faisait à la main avant, on va le décrire, et puis on va dire on veut la même chose mais en format informatique. Alors que peut-être qu'avec le digital, on va faire complètement autrement. Parfois on va renverser le flux de documents, ou on ne va plus du tout passer par le papier. Donc parfois on va dire on a un formulaire, il faudrait qu'il soit scanné, enregistré dans le logiciel comptable, mais pourquoi ne pas le faire directement électroniquement? Et donc vous voyez que si on essaie parfois de transposer ce qu'on fait en papier, ça va pas forcément fonctionner, ou vous n'allez pas tirer le plus d'avantages de ce changement. Mais ça, c'est pas évident, et d'où l'intérêt de se faire accompagner par différentes structures pour essayer de formaliser ses besoins, ou d'essayer en tout cas d'avoir au sein de sa structure des personnes qui ont une petite affinité avec le digital. Et peut-être encore un point sur ça, c'est que souvent dans les conseils d'administration des SBL, déjà c'est rare quand on a des gens qui s'y connaissent un petit peu en gestion, et c'est encore plus rare quand il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu en informatique ou en numérique. Et je pense qu'en termes de gouvernance, c'est bien déjà d'avoir ça dans les organes de gestion, ou du moins d'avoir des personnes, si elles n'ont pas la formation, qu'elles s'y intéressent. Et quelque part, vous êtes tous ici présents aujourd'hui, vous commencez, ou en tout cas c'est dans votre chemin, de vous intéresser au digital, donc c'est déjà une bonne chose. Et aussi peut-être dans vos équipes, de pouvoir, par exemple, définir un référent qui aura dans cet âge de faire une veille, de s'intéresser peut-être à certains logiciels, à certaines problématiques, et de voir aussi comment font vos collègues ou des structures dont vous êtes proches, qui ne font peut-être pas la même chose, mais qui ont eu sans doute aussi dû informatiser leur comptabilité, leurs horaires, etc. Ça, c'est des besoins qu'on retrouve dans beaucoup de structures. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc tu as abordé beaucoup de questions en plus effectivement de la forme, mais bien de savoir, mais finalement
il y a des potentiels qu'on ne connaît pas nécessairement et donc on ne voit pas nécessairement la solution se profiler sans finalement un accompagnement d'une personne un peu initiée à toutes ces questions-là. Avant d'aborder cette question qui renvoie finalement aux compétences, j'aimerais qu'on en aborde une autre, c'est que celle qu'on se pose souvent dans nos associations, c'est oui d'accord, mais comment je vais faire pour payer un consultant? Moi, je n'ai pas les moyens pour engager un informaticien à temps plein et encore moins pour suréquiper mon équipe. Donc, financièrement, parce que ça passe quand même par là, comment on fait? Alors, forcément, je me tourne vers Antonio. Je ne me trompe pas. Merci Adeline. Effectivement, le digital peut être vu comme un frein. Alors, au sein de Socialware, on aide les autres associations à se digitaliser. Alors, on est nous-mêmes une association, donc on connaît un petit peu le terrain. On existe depuis 15 ans. Et vous pouvez obtenir donc, des logiciels et du matériel à prix très très réduit, voire pour rien. Et donc, l'idée, c'est de réduire le frein au niveau des coûts, du budget, pour que vous puissiez le mettre dans l'exercice de votre métier. C'est-à-dire l'économie que vous réalisez sur les budgets, sur les technologies, vous pouvez le mettre dans du personnel, dans les personnes vraiment qui vont exercer la mission de votre association. On a donc un site web, un catalogue de plus de 200 produits, et distribuer des produits, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas les utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en plus de vous donner accès à ces produits, on offre des services avec des entreprises pour vous aider à les utiliser au mieux, à les implémenter et à les utiliser à 100% pour que ça puisse aider votre mission. On a un stand ici plus bas, donc je vous invite à venir nous voir et on en parle avec plaisir. Vous savez décrire un petit peu les produits et services? Oui. Donc, il y a les produits classiques. Bien sûr, donc il y a les produits classiques qu'on a évoqués au départ. Office est bien sûr à notre catalogue. Il y a des antivirus, des produits donc, de graphisme avec des suites Adobe. Alors, on fait comment pour avoir ces produits? On crée un compte gratuit sur le site de Socialware. Vous devez absolument être une association, donc on vérifie tout ça. Dans les 2-3 jours, vous recevrez donc un email qui vous permettra de commander en ligne les différents produits. On distribue aussi donc des PC, que ce soit reconditionnés ou bien neufs, que vous pouvez aussi avoir sur notre site web. Donc chaque association, la première étape à faire, donc c'est gratuit, elle crée un compte sur le site de Socialware et elle peut avoir accès à cette large gamme donc, de logiciels et de matériel. Merci. Alors, encore un tout petit peu sur cette question des moyens financiers. Peut-être je me retourne vers toi, Jean-Philippe. Dans la préparation de ce débat, on avait évoqué les leviers qui existent au niveau wallon, justement, pour venir en soutien aux structures. Et il apparaissait que les associations n'étaient pas nécessairement les publics visés par ces leviers. Tu sais nous en dire quelques mots pour qu'après je puisse passer la parole à Yvan? Donc effectivement, enfin, moi je considère à titre personnel que dans une association, on va retrouver beaucoup de besoins qui sont d'une certaine manière similaires aux entreprises. On a parlé par exemple de la gestion des contacts. Or, on voit que pour les entreprises, il existe plusieurs dispositifs, notamment regroupés autour de ce qu'on appelle les chèques entreprises, qui permettent à une entreprise justement de se transformer digitalement et d'être accompagnée par exemple par un consultant pour définir par exemple ses besoins, son cahier des charges ou voire même réaliser des projets. Et dans la majorité de ces chèques et de ces aides ne sont pas aujourd'hui accessibles pour les ASBL, sauf certains types d'ASBL avec un caractère fort commercial, mais c'est assez limitatif. Quelque part, la question que je pose, c'est pourquoi n'existe-t-il pas des aides similaires pour aider les organismes non marchands, que ce soit dans tout ce qui est, enfin, les différents secteurs, pour les aider à embarquer dans cette transition digitale, en tout cas pour ceux qui ont envie de s'y lancer, pour se faire accompagner. Comme j'ai dit, je pense qu'un des premiers trucs, c'est de bien définir les besoins et de bien savoir où on va, avant même d'envisager quel logiciel, quelle solution, quel développement on va faire. Et donc voilà, c'est une question ou une proposition que je fais, c'est de dire créons des chèques un peu similaires pour le non-marchand. Alors évidemment, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes poches des mêmes ministres, etc. Mais voilà, c'est une question qui peut venir. Alors peut-être
il y a quand même certaines aides qui existent. Parfois, il y a des appels à projets au niveau de l'ADN, mais qui ne s'adressent pas forcément à tout le monde aujourd'hui. Je ne connais pas leur plan en la matière. Je sais que parfois, certains ministres, dans notamment tout ce qui est plus action sociale, etc., lancent aussi des initiatives. Donc, il y en a. Mais on a vu, il y a 20 000 entreprises, 20 000 ASBL dans lesquelles il y a des employés. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de besoins. On sait qu'il y a aussi des aides parfois de la Fondation Roi-Baudouin. Mais enfin, voilà, vu l'immensité des besoins, je pense que ça peut aider. Ça, c'est au niveau des ressources, quelque part, je dirais, externes. Et après, c'est au niveau interne aussi, je pense, où à un moment donné, les structures, oui, il y a des moyens, oui, parfois ils sont limités, mais c'est des choix à faire. C'est-à-dire peut-être profiter de frais peut-être qui s'arrêtent. Je ne sais pas moi si on a terminé de payer un bâtiment, si il y a une personne qui s'en va et qui, par exemple, faisait de l'encodage, c'est peut-être se dire de profiter de ce départ. Et là, c'est au conseil d'administration, à la direction, de faire un choix et de se dire on investit parce qu'on sait que si on ne remplace pas cette personne, le travail est toujours à faire. Mais il y a peut-être moyen de gagner du temps, de gagner en efficacité en amenant cette digitalisation. Alors, la digitalisation permet parfois un gain d'efficacité. Parfois, c'est simplement plus confortable. C'est-à-dire, si on ne doit pas réencoder, on ne va pas forcément avoir énormément d'actions en plus, mais disons que personne n'aime encoder à longueur de journée des choses. Donc voilà, donc là, il y a aussi, je pense, une part de responsabilité dans les chefs des ASBL. Alors, je sais que c'est le genre de truc que parfois on n'aime pas entendre, mais dites-vous aussi que moi, dans les ASBL où j'étais, on parlait d'un budget annuel 1,6 million et l'autre, c'était 800 000. Alors, je ne connais pas vos réalités, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires comme ça en Wallonie. On voit toujours les tout gros dont on entend dans la presse, mais une PME, parfois, n'a pas ce niveau de chiffre d'affaires-là. Et donc, ça veut dire que des moyens, oui, vous en avez peut-être trop peu ou pas assez à votre goût, mais il y a quand même un budget d'1,6 million. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même là-dedans des choix possibles à faire. Et après, ça, c'est une question de choix de priorité et parfois, comme je disais tout à l'heure, aussi de repenser la manière de travailler. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir trouver des sources d'économie pour pouvoir investir dans le digital si vous le souhaitez. Voilà, ça, c'est un message parfois qui est plus difficile à entendre, mais celui que j'ai toujours tenu, même avant, quand je n'avais pas la casquette Infopol. Donc, deux interpellations, l'une à l'égard des organes de gestion et puis l'autre peut-être à l'égard de nos fédérations en termes de fédérations du non-marchand, en termes de revendications par rapport à l'accès à ces aides pour le développement numérique. Alors, je me tourne maintenant vers Yvan Huck. Donc, vous dirigez un centre de compétences. Or, justement, c'est quand même une grande question. On ne sait pas tous recourir à des services externes d'informatique. On doit développer une culture d'entreprise, des compétences à l'interne pour se familiariser avec un outil. Je vois que parfois, dans certaines associations, rien que remplir un agenda électronique, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut penser ou amener sur cette question des compétences dans le non-marchand? C'est effectivement un problème qui est assez prégnant. Et alors peut-être une remarque préliminaire. Le non-marchand ne fait pas moins bien que le marchand. Le privé, le public, le marchand, le non-marchand, globalement, tout le monde est plus ou moins au même niveau. Il faut bien s'en rendre compte. On parlait des PME ici qui ont des petits budgets. Le nombre de PME où la digitalisation est faible, il est très important aussi. Donc, il ne faut pas se flageller. Ça, c'est un. Donc, il ne faut pas avoir un sentiment de culpabilité en disant le marchand, on n'a pas de pognon et on est nul en digital. Nous ne sommes pas, je suis dans le non-marchand aussi, nous ne sommes pas plus mauvais, pas nécessairement meilleurs que le marchand. Donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, le problème des compétences, et nous le voyons bien, puisqu'en tant que centre de compétences, on travaille avec des demandeurs d'emploi pour des logiques de reconversion professionnelle, on travaille dans le monde de l'éducation avec les écoles ou d'autres acteurs de la formation, on travaille aussi avec les organisations et les travailleurs que nous formons. Donc on a une vue assez transversale de la société. Et le niveau de compétences digital moyen, il est relativement bas et ce problème, il n'est pas propre à la Wallonie, on le retrouve dans tous les pays du monde, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc ça c'est un. Donc s'il vous plaît, ressortez pas avec une peur ou un sentiment de gêne par rapport au numérique, vous faites comme tout le monde. Ça c'est un. Deux, effectivement, le problème des compétences est important et en fait, peut-être aussi une piste de solution pour rentrer dans les logiques de digitalisation. Encore un dernier aparté, puis je viens à mon propos pour rebondir sur ce que Jean-Philippe disait.
on vous parle de plan, en fait un plan A. Aujourd'hui, l'état technologique et l'état de la société et de vos missions est baigné d'une certaine incertitude. On a vécu la crise Covid, on vit maintenant une crise en Ukraine, etc. Et par ailleurs, on a une technologie qui avance et qui évolue à une vitesse phénoménale. Et donc, on ne sait pas en fait quelles seront les solutions technologiques dans 18 mois ou dans 24 mois. Et donc, dans la logique de planification aussi, soyez raisonnable et travaillez par petits bouts. Vous allez peut-être voir une montagne devant vous en vous disant je dois digitaliser. La montagne, faites-la par petites étapes. Quand on mange un éléphant, c'est par petits bouts, c'est pas en une fois. Et donc, ayez ça à l'esprit. Donc, je reviens alors à la question sur les compétences. Effectivement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale, et dans tous les secteurs que j'ai mentionnés, le secteur de la reconversion, le secteur de l'éducation, le secteur du monde du travail marchand ou non marchand, qu'il y a un gap de compétences qui est relativement significatif par rapport à la digitalisation. On voit bien que cette digitalisation s'est installée, on l'a dit, on y fait face et on doit absolument y aller, mais on n'est pas prêt en fait. Le secteur public n'est pas prêt, le secteur privé n'est pas spécialement prêt. Oui, certaines grosses sociétés sont peut-être un peu en avance, mais fondamentalement, dans l'ensemble, ce n'est pas nécessairement le cas. Et ce qu'on rencontre aujourd'hui, les demandes qui nous viennent aujourd'hui, c'est des demandes d'accompagnement sur le volet compétences. Et donc, on est en train de mettre en place des méthodologies d'évaluation, où on va regarder, on a parlé de maturité numérique, c'est le cas aussi dans une entreprise, donc on va analyser une maturité numérique d'une organisation, qui peut être votre organisation, faire des bilans de compétences des travailleurs qui y sont. Donc on va essayer d'évaluer. Je ne sais pas si vous connaissez dans les langues, on s'évalue à des niveaux A1, A2, B1, B2, etc. Qui sont les niveaux de base. A1, je sais à peine quelques mots, dire bonjour, au revoir, et je ne comprends pas toujours même le bonjour, au revoir qu'on me renvoie. Puis B1, là je peux un petit peu parler vraiment de base, je peux faire des petites courses, etc. Mais la digitalisation, c'est la même chose. Vous avez des niveaux de compétences. Vous pouvez, je peux un petit peu gérer mon téléphone et appeler, recevoir, gérer un ordinateur, et puis jusqu'à maîtriser de l'installation de logiciels, coacher des gens pour le faire, etc. Donc, on essaye de mesurer en fait la maturité des travailleurs sur ces niveaux-là, et puis on fait un gap analysis donc une analyse d'écart, donc entre le projet que vous pourriez avoir en termes de digitalisation et les besoins, même s'ils sont modestes, et puis le niveau de compétence, et on en déduit des plans de formation que l'on met en œuvre. Donc cette philosophie qui suit un mouvement, vous allez peut-être entendre de plus en plus upskilling, reskilling, qui sont des mots en fait qui traduisent la mise à niveau des compétences, mais aujourd'hui vraiment sur des thématiques très larges, puisqu'elles touchent l'ensemble d'une organisation. Aujourd'hui, on accompagne la ville de Charleroi. On peut en parler parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez officiel. On travaille avec d'autres organisations, on travaille avec des secteurs non marchands aussi. On accompagne des petites structures dans ce cadre-là où on vient faire ce bilan, cet audit de maturité, ce bilan de compétences. Et puis on regarde les formations qu'il faut lancer, et on cherche aussi des solutions de financement, parce qu'effectivement, tout coûte, les formations ne sont pas nécessairement gratuites, mais sachant aussi, ça c'est la bonne nouvelle, qu'il y a pas mal de possibilités de se former en ligne. Il y a des outils de formation qui ont été développés pour accompagner, et c'est aussi des mutualisations qu'on peut faire. On travaille avec quelques fédérations aussi, du privé ou du secteur non privé, non marchand. Et parfois, on peut mutualiser aussi des efforts de formation pour faire profiter au plus grand nombre. Pour vous donner quelques chiffres, et pour revenir à un niveau vraiment général, aujourd'hui en Belgique, c'est 1 250 000 travailleurs qui devraient d'ici 5-6 ans avoir leurs compétences numériques revues. Donc 1 250 000, mettons sur 10 ans pour faire un calcul simple, c'est 125 000 personnes par an. Il n'y a aucune structure de formation aujourd'hui qui est capable. Donc on a déjà un souci à tous les étages. Donc c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle en ce sens que les moindres pas qu'on va faire ne seront que bons. Et donc allons-y, allez-y, bougez dans ce cadre-là, et n'hésitez pas à travailler par petits pas. C'est les premiers pas qui seront les plus compliqués, y compris pour la formation, et puis le deuxième pas sera un peu plus
un peu plus simple, sera un peu plus grand, et vous allez prendre de l'ampleur, et vous pourrez gérer, je pense, une mobilisation interne, en tout cas, de vos collaborateurs, de façon beaucoup plus efficace et avec une vision dans le temps, donc sans se presser, mais en y allant avec une certaine volonté. Et alors, au niveau régional, donc on a soumis, et alors ça a été suivi par le cabinet de ministre Boursu, enfin c'était Jolet puis Boursu, un plan qui s'appelle le plan Upstyle Wallonia, qui vise justement à l'accompagnement des structures privées et publiques à cette problématique de la gestion des compétences dans le cadre de la digitalisation. Donc il y a aujourd'hui cette prise de conscience politique. Alors le projet, qui est un projet pilote, n'a pas encore débouché sur un vrai programme concret de soutien avec des mesures claires, un décret qui l'encadre. Ce n'est pas encore le cas, mais ça reviendra. On est tout doucement vers la fin du mandat du gouvernement. Donc c'est un programme qui reviendra parce qu'en fait, il touche tout le monde. On a cet exemple avec les pouvoirs locaux, notamment la commune de Charleroi, mais le besoin, il est juste gigantesque et on va s'y atteler de toute façon. Et donc, soyez aussi à l'écoute de ce type de projet et d'initiative, parce que ce seront des vrais incitants et des vrais axes d'accélération de vos projets de digitalisation. N'oubliez pas que l'humain est au centre de la digitalisation, et les premiers humains qui seront impactés, ce seront vos collaborateurs. Et donc, en les accompagnant, en les soutenant sur le développement de leurs propres compétences de façon bienveillante et rassurée, vous allez avoir un vrai essor, ou en tout cas une vraie ouverture par rapport à ces projets de digitalisation qui pourraient faire peur. Merci beaucoup. Voilà donc toute une série de pistes pour... Je vous voyais lever le doigt. Enfin, demander la parole. Je voulais juste, par rapport à tout ce qui a été dit, rajouter un élément. Effectivement, l'humain est au centre. Effectivement, monter en compétences est essentiel. Ce qu'on a vu des appels à projets de la Fondation qui ont soutenu, et Damien en parlait, des coupoles du secteur associatif vers la digitalisation, c'est l'élément gestion de projet et l'élément intégration du projet digital pour mon organisation. Souvent, un organisme va avoir la volonté de monter dans le train du digital via l'intégration d'un système, d'outils pour faciliter sa gestion, par exemple. Et si c'est isolé au sein de ceux qui montent le projet et qu'après ce n'est pas implémenté avec l'équipe, ça fait flop. Ça peut aussi faire flop si on n'implémente pas. Si on a un budget de la Fondation, par exemple, pour implémenter un système et qu'on n'a pas pris le temps que l'ensemble de l'équipe s'approprie l'objet, s'approprie l'atout digital, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc finalement, de traduire en gestion de projet son ambition digitale, c'est très important. On sait qu'en Belgique, il y a énormément d'ASBL qui sont créés par des pères et des mères fondatrices, qui sont des gens qui directement vont s'adresser aux bénéficiaires pour trouver des solutions. Et donc d'avoir le recul, d'avoir le temps, d'avoir l'argent pour se pencher sur le digital, c'est difficile. Et si au moment où on le fait sans se mettre dans une dynamique de projet, ça peut être pire que bien. Et alors un exemple que je voulais vraiment vous donner, c'est un exemple qui s'est passé en Angleterre de plusieurs associations qui travaillent avec des sans-abri et qui ne trouvaient pas la manière d'intégrer le digital. Et en fait, ils sont partis des bénéficiaires, en allant voir les personnes dans la rue et en demandant en fait de quoi vous avez besoin. Et le besoin, c'était parce qu'elles avaient tout un smartphone, même si elles n'arrivaient pas à manger, enfin toute la majorité, de pouvoir localiser les lieux où elles pouvaient avoir de l'aide, avoir du support, avoir un logement, avoir de la nourriture. Et en fait, ces ASBL ont créé une application en commun, mais toute la dynamique a changé parce que la réponse du digital était pour le bénéficiaire et pas pour l'ASBL elle-même. C'est comment je vais pouvoir mieux supporter mes bénéficiaires, leur apporter une solution qui leur sera davantage utile que ce qui existe maintenant, à savoir les listings papier qu'on pouvait venir retirer dans les locaux des associations. Et donc, je pense que cette démarche-là, de partir du bénéficiaire pour après développer sa gestion de projet, elle permet parfois de débloquer certaines peurs, certains blocages et de se dire, OK, de quoi on a vraiment besoin et en quoi le digital peut nous aider. Merci beaucoup pour ce complément et puis pour le fait de nous ramener finalement au projet associatif. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, je dirais. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Alors, je vois monsieur. Il y a un micro qui doit se balader. Et il y a deux mains levées. Une madame là-bas et monsieur ici devant. Voilà. Je vais commencer par monsieur. Désolé, j'ai pas vu madame.
En haut à gauche. En haut à gauche. Merci. Là-bas. Voilà. Je m'appelle Serge Denis, je suis expert en accessibilité numérique. Je coordonne le projet Accessia, qui est une agence web inclusive chez ECLA, l'ancienne œuvre nationale des aveugles. Quand on parle, la définition officielle de l'accessibilité numérique, c'est le fait de rendre tout ce qui est numérique utilisable par les personnes en situation de handicap. Et la situation de handicap, ça vise 25% des personnes aujourd'hui, et c'est tout besoin confondu. Ce n'est pas uniquement la déficience visuelle, mais c'est des personnes qui n'ont pas de main, c'est des personnes qui ont des problèmes intellectuels, etc. Donc 25%, c'est quand même énorme. Moi, quand je vois le titre « L'inclusion à travers l'associatif », je pense à 3 pistes. D'abord, le fait de pouvoir engager des personnes dans l'associatif qui elles-mêmes ont un handicap. Deuxièmement, l'associatif travaille pour proposer des services ou des produits à toute une série de personnes, y compris celles qui ont un handicap. Et alors, on a parlé tout à l'heure du nombre de bénévoles qui peuvent aussi aider et être actifs à leur manière dans la société grâce à ça. À partir du moment où on utilise des outils qui ne sont pas accessibles, et c'est le cas aujourd'hui, quand on regarde les normes d'accessibilité, il y a peut-être que, par exemple, 5% des sites qui répondent à tous les critères d'accessibilité, on écarte énormément de personnes. Alors aujourd'hui, j'entends parler de mutualisation de services, de nouveaux produits qui sont mis en place, etc., d'augmenter les compétences de numérique des personnes. Donc je vous invite vraiment à travailler avec des associations qui ont ces compétences-là en termes de numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que l'accessibilité numérique ne figure pas au programme des cours dans la formation des professionnels, que ce soit des développeurs, des designers, des gens qui font de la communication. Donc je vous invite vraiment à faire appel à ces compétences-là. Je vous invite également à engager dans vos structures des personnes qui ont un handicap, parce que vous allez voir, c'est un formidable levier pour augmenter l'accessibilité de vos outils. Donc moi aussi, je vous fais passer des messages par rapport à ça. Mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette problématique-là et donc on a tous quelque chose à y gagner. Merci pour votre attention. Tout à fait. Merci beaucoup d'amener cette dimension supplémentaire qui permet à nouveau de conjuguer numérique et puis le projet associatif en lui-même. Bonjour, donc moi je suis Marcel Com, je m'occupe d'une association à Montigny qui traite de diversité de manière inclusive. Je voulais d'abord remercier les intervenants et puis juste faire ma première remarque, c'est que je pensais voir à la table des associations, au moins une association. Je ne vois pas d'association. Ce que j'entends par association, ce sont les ASBL de première ligne qui travaillent directement avec les bénéficiaires qui ont ces problèmes d'accès au numérique. Donc, vous avez des structures, bien sûr, qui accompagnent, qui proposent des solutions, mais je parle de ce genre d'association-là. Et tout à l'heure, vous aviez demandé, je ne sais plus qui demandait, un exemple de mutualisation d'efforts ou entre associations. Je n'ai pas vu l'ASBL, c'est prévu, je ne sais pas s'ils sont là. Ils ont un stand, voilà. Donc nous, on travaille avec l'ASBL, c'est prévu, justement dans ce sens où nous avons compris que nous avions les mêmes problématiques. Nous nous intéressons aux populations afrodescendantes qui sont très éloignées du numérique, de l'emploi et de plein de choses. Et donc l'ASBL, c'est prévu étant dans le même secteur d'activité et dans le même secteur géographique. On a trouvé intéressant que leur permanence puisse se faire dans notre local et adresser le même public qui avait les mêmes problématiques. Donc c'était juste pour témoigner de ce travail en commun, de cette mise en commun. Et ma question, c'était aussi quelle est la place donc de ce type d'association dans vos différentes propositions, donc des associations où il n'y a pas 10 000 employés, souvent il y a 1 ou moins 1 même. Donc voilà. Merci. Madame Botson, avant de, comment dirais-je, vous laisser la parole, j'ai un message. Parce que Madame parle de l'association, c'est prévu. Donc, rien, vient vous rappeler que beaucoup d'associations et d'organismes ont un stand donc dans le bâtiment, pas seulement ici, juste à côté, donc à la fois au premier étage, deuxième au rez-de-chaussée.
et aussi à l'extérieur. Donc ça, il y a les pancartes, etc. Mais simplement vous le rappeler. J'ai eu un message de la coordination. Excusez-moi. Voilà. Peut-être pour répondre à la question vraiment des toutes petites associations de première ligne, Damien? Ce que je voulais mentionner, alors, je ne sais pas si le micro est ouvert, oui. Il faut revenir vers les études qui ont été publiées par la Fondation Roi-Baudouin. Il y a eu un travail de terrain assez colossal que je dois souligner, donc d'analyse des besoins et qui couvre tout le spectre. Alors c'est vrai qu'on a tendance à regarder les projets de grande ampleur ou des noms très connus. Alors moi, je me suis aussi, enfin, je souhaite ne pas donner de nom, donc pas une association plutôt qu'une autre, mais il y a eu beaucoup de travail sur ces dossiers de première ligne, et je dois aussi signaler un cadrage dès le départ. Quand on avait revu ces dossiers, on pourrait dire on va mettre en haut de la liste les dossiers compliqués. Non, non, il fallait bien avoir des catégories de dossiers, on va dire, pour les petites structures avec une faible maturité, moyenne, plus élevée. Voilà, l'idée, c'est pas d'ignorer le terrain, et c'est vrai que je pense qu'on est en fait une majorité d'associations ici aussi sur place. On se projette aussi quand même dans ce qu'on voit, dans ce dont on parle ici aujourd'hui. Et il y a quand même aussi un contact sur le terrain. On pourra parler aussi de dossiers concrets qu'on a suivis pour des petites structures, à côté du fait de travailler avec des gros acteurs industriels. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter sur le travail, les mises à jour, sur les publications de la Fondation. Effectivement, c'est le terrain qui sait le mieux ce dont il a besoin et comment on peut l'aider. Et l'étape à laquelle on est aujourd'hui, et vous êtes plusieurs à avoir accepté d'être autour de la table d'une nouvelle initiative de la Fondation qui va viser à créer un laboratoire digital avec le secteur associatif, pour le secteur associatif, et avec aussi des fournisseurs de conseils, de services, etc. Mais vraiment de prendre les besoins à chaque niveau de maturité de développement du digital en créant des communautés. En fait, pour le moment, on a cette certitude que se parler entre pairs, mais surtout entre communautés, on va pouvoir avancer ensemble de manière progressive, en découpant petit, comme disait Yvan tout à l'heure, et du coup d'adresser des solutions tout à fait, où on l'espère, le plus utile possible. Et donc cet aspect-là de prise en compte des acteurs de terrain, et voire même des bénéficiaires, et d'avoir des bénéficiaires autour de la table, nous semble essentiel à ce stade-ci, suite notamment aux analyses de dossiers dont Damien faisait référence. Et peut-être Terminer sur la question des moi. Oui, c'est pour dire que aussi aujourd'hui, on a quelque part un peu la chance que énormément de solutions informatiques sont accessibles justement aussi pour des très petites structures, parce qu'on va payer à l'utilisateur. Et donc, on a certains logiciels, ça dépend un peu lesquels et pour quels besoins, ou soit déjà c'est gratuit, et dans les fonctionnalités gratuites, on peut déjà faire énormément de choses. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est peut-être 18 € par mois pour avoir accès à un tas de services. Et donc, il n'y a plus besoin de payer un logiciel qu'on va devoir installer sur son ordinateur et qui coûte d'office 5 000 €, qu'on soit 1 ou qu'on soit 20. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de petits logiciels, mais qui fonctionnent très bien, tout aussi bien que les gros, qui sont plus adaptés pour des petites structures d'une personne, deux personnes, et qui, comme je l'ai dit, parfois sont gratuits et on peut faire énormément de choses, que ce soit pour gérer, on connaît tous la suite par exemple de Google, mais il y a plein d'autres outils de gérer des calendriers, des documents en ligne, des plannings, des bases de données, tout ça, ça peut être gratuit aujourd'hui et donc facilement accessible pour des structures, y compris comme la vôtre, quoi. Madame? Voilà, mon nom est Delange Denise. Ma question est plutôt d'ordre linguistique et ça me turlupine depuis des années. Aucun dictionnaire ne me donne une solution. Et ici, j'entends le mot digital, numérique. Est-ce que c'est la même chose? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Et comment on peut utiliser ces mots-là sans paraître un peu gourde? Devant des spécialistes, en tout cas. Je vois que Damien va répondre Je veux tout de bien suite. répondre là-dessus. Alors, ce qu'on dit au CETIC, c'est que si on emploie digital, on coupe un doigt aux chercheurs. Donc, digital est un anglicisme qui vient de digit, qui est un chiffre.
Et donc on arrive au lien, donc le mot français à utiliser, c'est numérique. Donc attention, on admet tout à fait l'usage de digital, mais on précise donc que c'est un anglicisme. Numérique veut simplement dire que l'information est stockée sous forme de 1 et de 0, et pas plus que ça. Et ça a une conséquence énorme. Donc si on remonte, j'ai plus en tête les chiffres exacts, dans les années 90, on avait environ 3% d'informations numériques, 97% d'informations sous forme de papier, en tout cas analogique. Et aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Donc l'information est capturée sous forme de chiffres, finalement, qui sont stockés sur des médias adaptés pour ça, hein, sur le cloud, comme on dit, sur Internet ou sur des disques qu'on a chez soi. Et ça change énormément les choses. Ça ne les rend pas d'office plus simples. Ce n'est pas parce que l'information est numérisée qu'elle est d'office exploitée. Il faut avoir des outils pour l'exploiter, il faut qu'elle soit bien encodée, etc. Mais donc voilà, le point de départ de tout ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est le fait que aujourd'hui, l'information est disponible sous forme de chiffres, d'un format électronique, numérique, encodé sur ces ordinateurs et tablettes, etc. Digital, c'est simplement l'anglicisme qui est lié à ça. Digital, c'est un anglicisme qui veut simplement dire numérique. Alors, il y a 2 mains levées, une là-bas, une là-bas. Je propose qu'on prenne ces 2 dernières questions et puis qu'on y réponde en une fois pour rester dans l'horaire qui nous est imparti. Bonjour, je m'appelle Nargis Rachik. Mon collègue et moi travaillons pour la coordination inclusion numérique en région bruxelloise. Donc on est très content d'être là parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se disent. Moi j'avais une question parce que, bon après c'est peut-être spécifique à Bruxelles, mais je pense pas vraiment. On est face souvent avec des EPN notamment qui ont des difficultés à trop se numériser. Enfin voilà, ce sont des EPN. Donc les EPN, espaces publics numériques dans les bibliothèques et compagnie, là où vous avez des ordinateurs accessibles au grand public. Alors là, je parle plus de celles qui sont indépendantes et moins celles qui sont communales, mais qui ont du mal à se professionnaliser au niveau du numérique. Donc par exemple, d'intégrer un logiciel qui permet d'inscrire le public qui reçoivent, etc., à cause de questions de RGPD, parce qu'il faut aussi former les employés qui ne sont pas... Enfin voilà, il y a un turnover assez important. Je vous interromps une nouvelle fois. Donc le règlement de protection des données européen qui impose des consignes très très strictes en matière de données qu'on reçoit des utilisateurs. Exactement, je m'excuse. Et donc à ce niveau-là, ça devient très compliqué de faire adopter une nouvelle forme de numérisation. Et donc, comme je le disais, c'est souvent par rapport à la formation des personnes, des employés, par rapport à la protection des données et par rapport aussi à cette... je pense qu'en tant qu'ASBL, on essaye de ne pas trop formaliser les choses. Je ne veux pas parler à la place d'ASBL, mais j'ai une maman qui travaille dans une ASBL. Et donc, il y a une porte ouverte. Et quand quelqu'un l'ouvre, elle répond à la personne, elle ne lui dit pas il faut prendre un rendez-vous, etc. Et donc, moi, je me demandais comment est-ce que vous répondez à ce genre de questions. Alors, on va peut-être prendre, merci beaucoup, la deuxième question et puis essayer de faire un petit tour des réponses. Tendez le micro parce que je pense qu'il y a une bonne partie qui ne vous entend pas. Je me demande comment est-ce qu'on peut, les petites ASBL, comment est-ce qu'elles sont informées de vos actions en fait. C'est surtout ça parce que moi, par exemple, Socialware, ma collègue à côté m'expliquait ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc c'est très intéressant, mais on ne sait pas. Et la réaction de madame aussi, en fait, c'est vrai qu'on a tendance maintenant en Wallonie à utiliser des anglicismes tout le temps. Et en fait, la plupart du public dont on parle maintenant, avec l'accessibilité, etc., ne comprend pas. Et donc rien que de parler de Digital Wallonia, je pense que les 3/4, on les a perdus, des publics fragilisés. Voilà. Merci. Donc, 2 questions. La première, peut-être ce lien avec
le règlement général de protection des données qui freine un petit peu la numérisation, en tout cas qui la rend très compliquée. Sur la question de l'accès à la personne qui vient, j'ai juste envie de dire, moi, madame, je vous rassure, j'ai 22 ans de parcours dans l'associatif, dont de première ligne. On ne doit pas tout numériser, hein. On doit vraiment se poser la question de est-ce qu'il y a un besoin numérique, à quel endroit. Mais l'accueil premier de la personne ne doit pas nécessairement passer par là, que du contraire. D'accord, donc là on est plutôt sur le reporting, donc enfin, l'évaluation statistique de notre service, où là le numérique peut devenir intéressant. Allez-y, Damien, sur... Je ne sais pas si le micro est ouvert. Oui, voilà, merci. De répondre sans répondre, malheureusement. Donc, Jean-Philippe a parlé du fait de bien analyser ce qui se passait sur le terrain quand on numérise pour adapter la solution. Et vous donner un exemple qui est vraiment parfait. Vous décrivez d'abord ce qui se passe, et ensuite vous le rendez abstrait en disant mais voilà ce qu'on veut faire. Et c'est une étape indispensable. Beaucoup de projets de numérisation échouent simplement parce qu'à cette étape-là, on l'a mal faite. Et une personne dans l'association l'a décrit et elle n'a pas nécessairement rebouclé avec ses collègues pour prendre en compte l'avis. Donc il faut absolument passer par là pour dire oui, je dois enregistrer des personnes, je suis conscient que j'ai des contraintes de confidentialité sur les informations que je collecte et je sais que j'ai un reporting à faire. Et un cas, je travaille dans l'innovation numérique, mais je dois être conscient de ça en permanence. Il y a le cas de certains logiciels informatiques utilisés dans le secteur des soins où on constate que simplement en numérisant, on fait perdre du temps aux personnes de première ligne. Alors on a atteint un objectif qui est de collecter l'information numérique et on a du bien meilleur reporting, on voit ce qui se passe, on soulève des problématiques qui étaient tout à fait ou bien soupçonnées ou qui n'étaient pas vues. Mais on sait qu'on n'est absolument pas au bout du chemin parce que sur la première ligne, en fait, on a rajouté de la charge plutôt que d'en retirer. Et c'est très frustrant d'être impliqué dans ce genre de projet. On doit vraiment en être conscient. Donc, une demi-réponse, c'est il faut vraiment analyser ce qu'on fait pour effectivement se dire qu'est-ce qu'on numérise, pourquoi, comment. Et vous avez une belle, en tout cas un beau début d'analyse des propriétés que vous voulez garder. Même dans les projets informatiques extrêmement compliqués, on commence par cette analyse des besoins. Chez nous, on s'est dit qu'on a des gens qui font ça. Il y a des entreprises aussi qui sont capables d'aider à formaliser ces processus-là avant de se lancer dans la numérisation. Oui, je vous en prie. Tout rapidement, parce que vous mettez le doigt, madame, sur quelque chose d'essentiel. L'évolution, et c'est super important. Dans le dernier baromètre là, de septembre sur les individus, on constate que c'est les personnes avec de faibles compétences numériques qui sont en augmentation partout. Et donc c'est ce gap sur l'évolution entre ce qui est possible de faire et ce qu'on a besoin de faire qui est un vrai enjeu. Et donc vous avez donné 2 éléments de réponse qui sont, je pense, essentiels. Identifier le besoin et mettre le besoin en regard de l'information dont on dispose et de l'information de ce qui existe, de ce qui est possible, de ce qui est utile pour moi. Mais donc, voilà, j'évolue ou j'évolue pas par rapport à ce qui existe, je l'articule en fonction de mon besoin, mais pour autant, rester attentif à ce phénomène d'évolution dans le secteur du numérique, c'est vraiment essentiel. Merci. Compléter rapidement au final sur les 2 questions, parce qu'il y a une constante, c'est comment est-ce que je suis informé, soit d'une solution socialware ou la gestion de données. Si je prends 2 exemples que moi j'ai vécu. Donc d'abord, on est une association non marchande puisqu'on gère des bénéficiaires et on a du reporting à faire pour les financements régionaux, européens, etc. Donc on en bouffe. On le gérait en mode papier jusqu'il y a 2 ans. Et puis on a mis en place un logiciel. Alors on a mis une vraie démarche projet. Donc il y a effectivement toute une approche par rapport aux besoins, par rapport à l'utilisateur qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas hésiter à se faire conseiller. Ça coûte, c'est vrai, ça peut coûter de l'argent, mais il y a néanmoins des solutions pour que ces coûts soient les plus bas possibles, alors soit sur du hardware ou donc soit sur des matériels informatiques, soit sur des logiciels, mais aussi sur du conseil. Ce que moi je vois au niveau des EPN de Wallonie que nous gérons, enfin que nous animons, que nous coordonnons, c'est que le fait qu'il y ait des moments comme celui-ci, où il y a des échanges, où on peut parler, où on peut aller voir ce que fait l'autre, sont des moments clés.
Et donc, sortir de son organisation de temps en temps et aller voir ce que fait l'autre, partager ses problèmes, partager des solutions ou imaginer ensemble des solutions aux problèmes, ce sont des moments forts. Et donc vraiment, vous devez en profiter. Et on le voit où voilà, des EPN peuvent réfléchir ensemble à des pratiques. Je ne parle pas nécessairement de solutions informatiques, mais à des pratiques pour affronter certains problèmes, et notamment ce problème auquel on est tous confrontés, qui est la gestion de la donnée de nos bénéficiaires au regard du RGPD, au regard des problématiques de cybersécurité qui vont arriver, parce que d'autres règlements comme le RGPD vont arriver, donc on va avoir d'autres contraintes, il faut en être conscient, qui vont nous obliger aussi à traiter l'information, et la digitalisation va être une solution. Si je regarde ce que nous on a vécu dans mon centre, aujourd'hui, on a une facilité de gestion de nos processus et de la donnée de nos bénéficiaires parce qu'elle est centralisée et ce n'est pas dans des classeurs où un tel est dans tel classeur, un tel est dans tel classeur, et quand on résume l'information, c'est une galère. Donc il y a un investissement à un moment, mais qui va aussi générer un certain bénéfice par après. Mais il faut en parler entre nous, on peut partager nos expériences et essayer d'identifier des structures qui sont proches de ce que vous faites et vraiment aller voir ce qui est fait. Il y en a toujours une à un moment qui est une bonne idée que vous pouvez implémenter et vous réapproprier. Et peut-être ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de mettre ça à l'ordre du jour des CA, des équipes de direction. Et si aujourd'hui vous êtes quoi, peut-être une petite centaine ici là, vous allez peut-être parler de dire tiens, comment tu fais pour animer ta réunion d'équipe, comment tu fais pour accompagner tes bénéficiaires. Un nouveau sujet, c'est tiens, qu'est-ce que tu utilises comme outil chez toi pour gérer par exemple tes contacts. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui doit être mis à l'ordre du jour. Alors après qu'on prenne telle solution ou pas, d'ailleurs numérique, ça c'est votre choix, mais mettez le sujet à l'ordre du jour, parce que si vous ne vous en emparez pas, il s'imposera à vous. Et c'est la même chose par exemple avec la comptabilité, si vous ne regardez jamais votre compta et que vous laissez ça dans les mains du comptable, vous allez avoir des mauvaises surprises en tant que dirigeant de structure. Il faut vraiment, à un moment donné, mettre les mains dedans et mettre ça à l'ordre du jour de vos discussions, par exemple aujourd'hui. Voilà, alors je ne sais pas si Antonio voulait juste répondre à la dernière interpellation sur l'accessibilité de l'information sur tous les services supports. Oui, donc moi je voulais adresser ce message donc aux associations, c'est-à-dire pour le moins de projets IT donc, que vous ayez, numérique, venez nous voir. On vous aide à mettre les besoins en face des solutions. Donc vous nous trouvez sur notre site, vous nous envoyez un email, on prévoit donc une réunion et on vous aide à trouver les logiciels, les PC dont vous avez besoin. Il y a 18 000 associations qui sont inscrites aujourd'hui sur notre site, donc il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Envoyez-nous un mail, venez nous voir en bas et on en parle. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5 d'avoir participé à ce débat et pour toutes les réponses apportées. Merci à toutes et tous d'avoir écouté et participé à cet atelier. Je pense qu'on garde à l'esprit que l'associatif nous rend tous et à toute la société des missions essentielles à la société. Et donc, il y a aussi toute une série de revendications, j'ai entendu, qui sont passées par là, à l'égard de la région wallonne et autres, mais aussi des envies de faire se rencontrer l'associatif. Je pense que ça, c'est une conclusion qu'on peut aussi retenir pour partager les solutions avec toutes les petites attentions que vous avez amenées sur l'accessibilité, donc à une numérisation sensible aux personnes handicapées, la gestion de projets dans les équipes, et puis toutes les informations et projets que nos 5 intervenants ont amenés ici. Donc, bonne réflexion et bon vent dans la numérisation de l'associatif, s'il est nécessaire. À bientôt et bonne fin de journée.